Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être présent pour ce webinaire 55 sur la vision post-cookie, où aujourd'hui on va analyser véritablement ce nouveau contexte autour des cookies et les impacts que ça a dans vos différentes activités marketing. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir trois experts complémentaires sur la data et la privacy. Je vais commencer par me présenter. Guillaume Tollet, directeur exécutif chez 55 et responsable pour l'ensemble des bureaux en France et à l'international des projets privacy. Et je suis accompagné de Charles et de Sylvain, que je vais laisser se présenter. En effet, Charles Dunas, je suis dans l'équipe expertise d'innovation, qui est une équipe de support technique auprès des consultants, et je suis spécialisé aussi sur les sujets privacy. Et donc, je suis Sylvain Leborg, je dirige l'équipe expertise d'innovation chez 55. Donc, comme l'a dit Charles, une équipe qui intervient d'une part auprès des consultants pour leur permettre d'avoir toutes les clés en main pour livrer les missions auprès de nos clients, et de l'autre, qui intervient directement auprès des clients pour les sujets plus stratégiques ou plus innovants. Donc, chez 55, on est plus de 300 experts data répartis dans 8 bureaux à l'international, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur les trois continents et aussi de tirer le meilleur parti de nos différents partenaires globaux et locaux sur les innovations et notamment sur les innovations post-cookie. On accompagne plus de 100 grandes marques en France et à l'international sur des sujets divers, la stratégie data, la partie déploiement d'outils analytics et data science et aussi toute la partie analytics et analyse de données. Et on a la chance, 55, de faire partie du groupe numéro 1 de Brand Tech au monde qui s'appelle You et Mr. Jones, que je vous recommande d'aller voir pour connaître l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce webinaire du 6 octobre qui va être la synthèse de la première partie de notre guidebook post-cookie qui a été lancé le 22 septembre dernier. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le nouveau contexte post-cookie, comment bien le comprendre parce qu'on entend beaucoup de choses et on va remettre un peu l'église au milieu du village et bien comprendre les impacts sur différents cas d'usage, marketing, digitaux, CRM et analytics. Ensuite viendra un temps 2 qui va commencer le 20 octobre prochain avec notre guidebook, avec la partie 2 de notre guidebook qui va se focaliser sur le mapping des solutions alternatives proposées par les plateformes pour pallier aux cookies tiers et aussi voir comment les annonceurs et les publishers peuvent organiser ces transitions avec une roadmap définie, claire et orchestrée. Il y aura un deuxième webinaire sur cette deuxième partie le 3 novembre. Pour garder contact au-delà de ce webinaire, bien sûr, vous pourrez revoir ce webinaire car il est enregistré et le communiquer à vos différentes équipes. Vous pouvez toujours télécharger notre guidebook post-cookie qui est toujours disponible. Je vous recommande chaudement d'aller voir sur notre blog Tea House nos différents articles data et privacy. Chaque semaine, on met des nouveaux articles, dont les 2 derniers sont sur le CRO et l'UX design et aussi sur les impacts d'iOS 15 pour illustrer les derniers sujets un peu du moment. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre communauté LinkedIn pour avoir nos dernières actualités et publications. Je passe maintenant la main à Sylvain qui va vous définir le contexte de ce cookie crumble. À toi Sylvain. Merci Guillaume. Donc le contexte, comme vous le savez, il y a une triple restriction aujourd'hui qui se met en place autour des cookies. D'une part réglementaire, avec les décisions prises au niveau européen, mais aussi par la CNIL pour le marché français. Au niveau technologique, avec les décisions prises par les éditeurs de navigateurs, comme Apple avec Safari ou encore Google avec Chrome. Et enfin, un changement de comportement de la part des consommateurs. Et c'est principalement ça le driver sous-jacent de toutes ces mises en place. Aujourd'hui, la prise de conscience du côté des consommateurs, c'est un déséquilibre entre les données qu'elles apportent aux marques et aux marketeurs et le niveau de service qu'elles reçoivent. Ça a un impact extrêmement fort dans notre organisation autour du marketing digital, puisqu'auparavant, toutes ces données pouvaient être obtenues de la part de compagnies third party qui s'occupaient d'agréger, de collecter ces données, de les préparer, de les mettre à disposition sur des places de marché.
Aujourd'hui, cette chaîne est en train de se rompre petit à petit et ça demande en fait une adaptation forte de la part des marketeurs, mais aussi dans toute leur communication vis-à-vis de leurs clients et prospects. Donc, un rappel de ce mouvement de fond qui se met en place. On a voulu vous le présenter sous forme de frise pour bien vous montrer que ce n'est pas lié à une technologie en particulier, ce n'est pas lié à un navigateur en particulier, ni à un système d'exploitation, mais c'est vraiment un mouvement perpétuel qui est mis en place. Certes, Apple a tiré les premiers avec Safari, mais très vite, on voit que Firefox lui a emboîté le pas. Ensuite, c'était Microsoft avec Edge, pour ensuite Google avec Chrome. Et si on regarde sur la partie OS mobile, c'est un peu la même dynamique. Apple en premier, puis derrière, ça fait un effet boule de neige ou un effet domino, c'est selon, avec Android. Et tout cela accompagné sur la même timeline par des directives à l'échelle européenne qui sont petit à petit mises en œuvre au sein de chacun des pays de l'Union et qu'on voit aussi être copiées dans d'autres pays du monde ou d'autres régions pour mettre en place des solutions de gestion du consentement et de respect des données personnelles. L'impact pour les marketeurs, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on voit que les volumes de données qu'on est capable de collecter baissent plus ou moins rapidement. On a donc du mal à savoir si l'échantillon qu'on continue à réussir à collecter est représentatif. Il est aujourd'hui assez compliqué de savoir précisément quel impact a eu lieu pour conduire à la baisse de cette collecte de données. Est-ce que c'est uniquement le consommateur qui ne voulait pas donner son consentement pour que les données soient collectées et exploitées? Est-ce qu'il utilise une technologie pour restreindre les données qu'il partage? Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Donc tout ça conduit à un certain nombre de challenges autour de la mesure. Être capable aujourd'hui de savoir exactement quelle est l'efficacité d'un budget de communication est devenu de plus en plus difficile. Ça ne veut pas dire que les budgets marchent moins bien, ça veut juste dire que la performance qu'on est capable de mesurer de manière fiable est moins importante. Et donc on a, avec l'analogie qu'on a voulu montrer sur l'iceberg, on a toujours des données qu'on est capable de mesurer. On sait les comparer à ce qu'on avait par le passé, mais on ne sait plus si elles sont représentatives de la performance et du comportement des consommateurs. Pour tenter de compenser cela et de créer des solutions pérennes, il y a beaucoup de sociétés innovantes qui se lancent sur le marché, soit en introduisant des nouveaux concepts, soit en mettant en place des nouvelles solutions. Il y a beaucoup de buzzwords qu'on entend partout, comme par exemple tout ce qui va être tracking server-side. Mais mettre en place un tracking server-side, ça ne prémunit pas de mettre en place une collecte du consentement qui respecte parfaitement la réglementation. La mise en place de Clean Room qui va permettre d'utiliser des données plus granulaires, mais encore une fois, si le consentement n'a pas été obtenu et est parfaitement géré, on ne peut pas ensuite réaliser les analyses ou activer. Beaucoup de projets autour des Universal ID, où là, il est encore très tôt pour savoir ce qui va fonctionner et lesquelles parmi ces solutions vont atteindre un niveau de reach suffisamment élevé. Sur la partie technologique, on sait que les players historiques amènent des technologies et des solutions qui sont adaptées à leur propre environnement. De l'autre, on a des partenaires indépendants qui cherchent eux, soit à adresser le web indépendant, soit à connecter les différentes informations les unes avec les autres. Encore une fois, il est encore très tôt pour savoir quelles vont être les technologies prédominantes. Et l'idée, aujourd'hui, avec l'approche que nous on met en place auprès de nos clients, c'est d'abord d'avoir un audit, une mesure de l'impact des restrictions. Aujourd'hui, avec les comportements actuels des consommateurs, avec l'état de la réglementation et les technologies à disposition, quel est l'impact sur vos activités marketing? Qu'est-ce qu'il est encore possible de mesurer avec fiabilité et qu'est-ce qu'il est encore possible d'activer dans le respect de la vie privée? Une fois qu'on a bien regardé quels sont vos use cases, qu'on a vu avec vous quels sont ceux que vous aimeriez également mettre en place mais que vous n'avez pas pu mettre en œuvre jusqu'à présent,
L'idée est ensuite de mapper cela avec votre stack technologique actuel pour voir s'il n'y a pas déjà des solutions qui pourraient être mises en place et qui resteraient pérennes, quelle que soit l'évolution des technologies et de la réglementation. Et enfin, on analyse les solutions du marché pour identifier quelles seraient celles qui pourraient vous permettre de dépasser les limites que vous rencontrez aujourd'hui. Et une fois qu'on a mis en place cette partie audit, cette partie analyse, l'idée, c'est de gérer les priorités avec vous et de créer une roadmap de transition pour vous permettre de mettre en place ces nouvelles solutions qui vont vous garantir une mesure et une activation pérenne, quelle que soit l'évolution du marché. Je passe maintenant la parole à Charles pour entrer dans un cas plus concret. Donc là, on va vraiment se focaliser sur la partie 1 aujourd'hui, c'est-à-dire l'impact sur vos cas d'usage. Et dans la deuxième partie du guidebook qui sera publié le 20 octobre et dans le prochain webinaire, on se focalisera sur les points 2 et 3 que Sylvain vient de présenter. Merci Sylvain et Guillaume. Donc en effet, on va commencer par se concentrer sur notre analyse des impacts actuels et à venir. Et tout d'abord, pourquoi c'est clé? Déjà parce que tout n'est pas autant impacté. Donc il faut comprendre où concentrer vos efforts, ce qui restera des bases stables dans le temps, et à l'inverse, les projets qu'il faut impérativement arrêter de lancer ou relancer aujourd'hui. Et on voit 3 types d'impacts de cette érosion des cookies. D'abord, les use cases. On est sur le comment cibler, comment mesurer en média, sur votre site, votre application, en CRM. Et ensuite, le qui et le où, c'est-à-dire vos audiences et votre mix média. Et enfin, l'organisation. Ces changements sont complexes, transverses. Donc, il faut s'assurer que votre organisation est non seulement prête à tenir le choc, mais aussi qu'elle sera suffisamment agile et experte pour en tirer profit. Alors, si on commence sur les use cases, on pourrait vous donner la liste complète des 40 use cases qu'on a évalués par rapport au consentement, au cookie tiers. Elle est d'ailleurs disponible dans le guidebook, mais on ne serait potentiellement pas assez exhaustif ou pas assez précis par rapport à votre contexte. Donc, on voulait commencer par vous donner quelques clés techniques de compréhension pour que vous soyez autonome pour faire cet assessment. Le point de départ, c'est de se dire que toutes nos pratiques actuelles reposent sur un besoin de tracking. Et il y a 3 façons de traquer qui sont plus ou moins impactées. Les cookies tiers, tout en haut, ont vocation à suivre les utilisateurs partout, sur les applications et leur équivalent, avec l'IDFA notamment. Mais comme la description l'indique, ces traceurs sont très intrusifs et du coup, ils ont vocation à disparaître. Donc, derrière tout ça, ça veut dire que toute solution qui aurait besoin d'une donnée granulaire grâce aux cookies tiers a vocation soit à disparaître, soit à être fortement chamboulée. Et donc ici, on parle d'onboarding, d'attribution, de retargeting en dehors des walled gardens. À gauche, on a les environnements logués. Donc eux, ils n'ont pas besoin de cookies tiers pour leur écosystème propre, qu'on appelle aussi ONO, Owned and Operated. Et c'est pour ça qu'on va parler de ciblage au sein de Google Search, au sein de YouTube, au sein de Facebook, grâce aux données sociodémo de Google ou Facebook respectivement. Tous ces use cases-là vont résister. En revanche, à droite, on a un cas un peu particulier entre les deux, qui sont les cookies first party. Ils vont, d'après nous, rester un atout clé, mais ils ne vont pas en sortir totalement indemnes, notamment parce qu'il y a des contraintes dues à Apple et au consentement. Et donc, évidemment, ici, on couvre les use cases analytics et CRO, mais aussi des use cases de mesure média pour le post-click. Donc, il faut savoir qu'ils utilisent des cookies first. Donc, ça, c'est pour les clés techniques. Et maintenant, si on essaie de prendre un petit peu plus de hauteur et de synthétiser par un grand type d'activité, donc tout d'abord, on voit plusieurs choses assez intéressantes. Tout d'abord, les use cases sites et applications, comme on l'a vu, ne sortent pas totalement indemnes. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de le partager en interne. Ensuite, si on compare ces use cases par rapport aux autres, on voit quand même qu'ils résistent davantage, surtout du fait qu'ils sont liés, qu'ils reposent sur des cookies first party. Une autre chose intéressante, quand on regarde les exemples à droite, c'est qu'on voit que même lorsqu'on a des impacts très élevés dans toutes les catégories, on va toujours avoir des use cases qui vont résister. Soit parce qu'ils sont cookieless, comme le contextuel, soit parce qu'ils sont basés sur des données des walled gardens, soit parce qu'ils sont basés sur les cookies first, pour lesquels on peut espérer obtenir une exemption de consentement. Donc c'est le cas pour de l'analytics, même si ce n'est pas mentionné sur cette slide, ou pour certains cas d'usage d'A/B test considérés comme fonctionnels. On a aussi fait figurer le CRM sur cette slide. Alors, jusqu'à présent, le CRM n'était pas impacté par l'érosion des cookies tiers, mais avec ce qui arrive avec iOS 15, ça change la donne. Et aussi, dès que vous allez vouloir réconcilier votre CRM avec le online,
là, il va y avoir des cas d'usage qui résistent et d'autres qui vont être impactés. Alors, voilà pour cette big picture, mais attention, dans cette évaluation d'impact, il faut avoir une chose en tête. Ici, on ne prédit pas la fin du ciblage, pas la fin de la mesure média, par exemple. Ce sont vraiment des impacts à date, sans anticiper pour l'instant des alternatives qui sont en train d'émerger. Mais toutefois, c'est intéressant parce que ça donne une indication des risques de perturbation et des efforts que vous devrez mettre en face pour réussir à maintenir l'efficacité de chacune de ces activités. Donc ça, c'était pour le comment, pour les use cases. Et maintenant, on peut s'intéresser au qui et au où. Donc pour cela, on se rend compte, lorsqu'on fait ce genre d'analyse, qu'il y a une très grande diversité de situations suivant un certain nombre de paramètres, suivant le consentement, suivant les devices et les browsers, suivant le fait que les utilisateurs utilisent ou non des adblockers. Et donc, une grande diversité de situations qui va faire que vous pouvez plus ou moins efficacement donc, cibler ou mesurer vos activités. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas tous égaux par rapport à ces paramètres. Et donc, d'après nous, il est clé que vous dressiez des scorecards d'évaluation d'impact, d'exposition d'impact actuel, encore une fois, ou à venir. Et je vais prendre 2 ou 3 exemples rapidement. Si vous avez donc une part importante d'utilisateurs qui sont sur des navigateurs et des devices qui ont des impacts forts sur les cookies aujourd'hui, Safari, Firefox, Edge et Apple en général, donc non seulement vous êtes très impacté aujourd'hui, ce qui veut dire que vous avez des audiences dont la taille est impactée. Ça veut dire que vous avez beaucoup de modélisation dans des outils comme Google Ads ou Facebook qui essaient de compenser ces utilisateurs-là. Mais en plus, ça veut aussi dire qu'à terme, vous n'avez pas de garantie de bénéficier d'alternatives proposées par Chrome. Ça, c'est sur cette partie device. Et c'est vrai qu'on voit que beaucoup de clients oublient qu'aujourd'hui, ils ont des impacts très forts sur ces navigateurs et ces devices, et qu'on peut faire des choses aujourd'hui pour ces utilisateurs-là. Un autre exemple intéressant, c'est plus sur le média mix. Et là, on va voir différentes typologies de clients. On va avoir des clients qui activent essentiellement en search et sur Facebook, pour simplifier. Et donc, ces clients-là vont être moins impactés parce qu'ils vont pouvoir continuer à bénéficier d'une mesure et d'un ciblage largement people-based. Et à l'inverse, on a un client qui a un éventail de canaux et de partenaires qui est très large et pour lesquels ils ne vont pas toujours pouvoir bénéficier de ces données first party des walled gardens et ils risquent d'être davantage impactés, ce qui signifie qu'ils vont devoir donc creuser davantage les alternatives qui sont en train d'émerger, par exemple pour le display programmatique. Encore une fois, voilà, ce type de scorecard, c'est assez facile à mettre en place. Donc, demandez à vos équipes médias, demandez à vos équipes analytics de mettre en place ces mesures, ces métriques, et également aller chercher du benchmark pour comprendre si vous avez un bon ou un mauvais taux de consentement, si vous avez une forte exposition ou non, par exemple, aux navigateurs qui sont fortement impactés. Donc, on a vu, il y a des impacts assez forts en termes de use case, en termes d'audience et de mix média. Et pour faire face à ces impacts, il est clé que vous ayez donc une organisation qui soit bien préparée. C'est là où je reprends la main sur la partie organisation et data gouvernance. Comme Charles vous l'a présenté, il est indispensable de faire l'assessment de vos use cases et de votre exposition par rapport à ce risque post-cookie. Il varie d'un client à l'autre en fonction de votre mix média et en fonction effectivement de vos audiences et comment elles se comportent avec tel ou tel navigateur ou tel OS. Aujourd'hui, la plupart des équipes data analytics et media buy et media opération sont au courant, bien sûr, de ce virage post-cookie. Mais ce qu'on constate sur le marché, c'est que tous n'ont pas encore fait ce travail d'assessment. Donc, bien sûr, pour ces équipes data analytics et media buy et media opération, il faut qu'elles fassent le travail que Sylvain et que Charles vous a présenté, d'analyse de risque sur les audiences, sur les partenaires et sur leurs différents mix médias. Ensuite, une fois que ça a été fait, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres équipes qui vont être impactées à plus ou moins long terme. Là-dessus, il y a les équipes non médias directement et les équipes plus CMO et direction générale. Sur les équipes non médias, je pense naturellement à 2 équipes en particulier sur lesquelles il faut se focaliser. L'équipe CRM et l'équipe DPO et légal. L'équipe CRM, trop souvent, elle n'est pas aujourd'hui impliquée dans cette démarche-là parce qu'elle ne travaille pas forcément de concert avec les équipes Data Analytics et Media Buy. Or, demain, votre pool de données sur lesquelles vous allez de plus en plus vous reposer, ça va être les données CRM. Donc, il faut dès à présent les impliquer
leur expliquer que le contexte change et que leurs données vont avoir de plus en plus d'utilisation, médias, data et analytics. Sur la partie DPO et légale, c'est important aussi de leur dire que les règles vont changer. Pourquoi? Parce que dans les prochains mois, vous allez arriver avec des nouveaux cas d'usage, des nouveaux partenaires identifiés, des nouvelles logiques de data processing. Et forcément, vous allez devoir montrer patte blanche, vous, équipe marketing, à votre légal, à votre DPO, qui va vouloir valider les partenaires, valider ces nouveaux data processing. Et donc, il faut dès aujourd'hui les impliquer dans votre vision post-cookie et dans vos différents chantiers qui sont lancés sur ce sujet. Chez 55, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, et c'est une demande qui vient des équipes marketing, c'est qu'on nous demande de former les équipes DPO et les équipes légales à la data, à l'analyse de données, au tracking et aussi à la vision demain plus modeling et data science. Comme ça permet à vous, équipe marketing, lorsque vous sollicitez votre équipe légale, elle comprend vos questions, ce qui est déjà très bien et qui peut être un exploit dans certains cas. Et aussi, elle va du coup vous répondre beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus précise. Et ensuite, tout à fait à droite, niveau CMO, Direction Générale, Chief Technical Officer, il faut leur dire qu'il y a des changements qui vont arriver, des nouveaux partenaires et certainement des nouveaux contrats qui vont être signés, et aussi que ça va avoir un impact budgétaire pour gérer cette transition correctement. Voilà ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui sur la synthèse de notre Guidebook partie 1 sur la vision post-cookie. Selon nous, il y a 3 choses importantes à retenir qu'on vous a présentées aujourd'hui. N'attendez pas demain pour vous lancer sur ce sujet, car dès aujourd'hui, une grande partie de vos audiences, certainement Apple, Firefox et votre partie non consentie, est déjà impactée par ce cookie crumble. La deuxième chose à retenir, c'est que tous vos use cases first party data doivent être priorisés, car ils vont être plus tenables dans le temps et plus pérennes dans le temps. Il faut donc les relancer et garantir leur efficacité dans le temps. La troisième chose, c'est que les walled gardens tirent leur épingle du jeu et il faut trouver un moyen efficace et équilibré de continuer à travailler avec eux pour pousser vos cas d'usage et maintenir la performance média et ciblage associés. Merci beaucoup pour votre attention. On va ouvrir maintenant la session de questions-réponses. On a déjà reçu par des petits tricheurs des questions en avance de phase. Donc Charles, je te laisse reprendre quelques questions qu'on avait déjà eues en avance de phase de ce webinaire. Et après, on prendra effectivement un certain nombre de questions au fil de l'eau. 1000 excuses si on n'a pas eu le temps effectivement de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire et Sylvain, Charles et moi, on sera ravis de vous répondre. Charles, je te laisse prendre la première question. Oui. On avait une question. Est-ce la fin du KPI de taux de rebond pour le suivi des performances des campagnes d'acquisition avec la CMP version 2021? Donc, je comprends la question comme est-ce que le nouveau design des bandeaux, donc notamment en France, qui est plus restrictif pour le consentement avec ce bouton refusé, rend inutile le taux de rebond pour la mesure de performance média? Alors, la réponse est non, mais c'est vrai que le taux de rebond va changer. Auparavant, on pouvait considérer presque que tous les utilisateurs qui arrivaient sur le site consentaient, et donc on avait un taux de rebond facile à analyser. Ce n'était pas totalement vrai, mais c'était quand même en grande partie vrai. Maintenant, on va se retrouver avec 2 taux de rebond. Un taux de rebond dans la CMP et un taux de rebond pour les utilisateurs qui ont consenti. Le taux de rebond dans la CMP, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui vont donner une réponse sur la CMP, accepter ou refuser, par rapport à toutes les personnes qui ont vu la CMP pour la première fois en arrivant sur le site. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des clients qui ont déployé des CMP, qui demandaient de façon peut-être un peu agressive de répondre, et que ça a pu donc causer une hausse de ce taux de rebond. Et donc, on perdait des utilisateurs dès ce niveau-là, même avant qu'ils continuent leur navigation sur le site. Alors, ce premier taux de rebond, il est intéressant, mais en tout cas, aujourd'hui, les CMP ne permettent pas de l'analyser canal par canal. Donc, il y a d'autres alternatives à trouver pour ça. Et après, donc, on a le rebond consenti, mais qui, lui, va rester pertinent pour comprendre si parmi les utilisateurs qui ont consenti, ils poursuivent ou non leur navigation. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils changent de nature parce que les utilisateurs qui consentent sont un peu plus engagés que ceux qui auparavant ne faisaient que arriver sur le site. Donc voilà, on se retrouve avec ces 2 taux de rebond principaux. On peut aussi comparer ça aux données de clics
venant des plateformes, et on comprend que la picture se complexifie un petit peu. Ça, c'était pour une première question. Une deuxième question liée à l'exemption de consentement. Je te laisse la reformuler et donner ta réponse. Donc, la question d'origine, les entreprises reposant sur le média doivent-elles mettre en place le plus possible l'exemption de consentement? Donc, est-ce que les entreprises qui ont des forts enjeux médias doivent mettre en place l'exemption de consentement? Alors, je vais peut-être distinguer en deux. Je pense que toutes les entreprises qui ont des sites web ou des applications peuvent être très intéressées par de l'exemption de consentement, mais pas pour des finalités médias. Donc, l'exemption de consentement, petit rappel, c'est une exception prévue par la CNIL dans ses textes sur les cookies, qui fait que pour certains types de traceurs très précis, on pourrait donc se passer de demander le consentement et donc le poser sur 100% des utilisateurs. Mais du coup, c'est un cadre très restrictif parce que ces traceurs qui peuvent être exemptés sont uniquement des traceurs qui ont vocation à mesurer l'audience du site et à produire des statistiques utiles à l'optimisation du site web. Donc, pour des finalités plus marketing, de génération de revenus, comme dirait la CNIL, on ne bénéficie pas de notre interprétation d'exemption de consentement. Donc, l'exemption de consentement est intéressante pour comprendre l'audience globale de son site, les parcours sur son site, mais pour faire de l'optimisation média, notre interprétation, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà pour les deux premières questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va regarder en live. Oui, on avait une question sur le CRM. Peut-on dire, pour dire que le CRM n'est pas impacté, alors je reformule la question comme à quel point le CRM est impacté par iOS 15? C'est vrai que sur notre schéma, on avait dit que le CRM était moyennement impacté. C'est vrai qu'il va l'être de plus en plus à cause d'iOS 15, qui, pour rappel, donc, va rendre inexploitables les statistiques d'ouverture d'email pour les utilisateurs qui ont l'application Apple Mail. Toutefois, voilà, on parle ici que des ouvertures d'email et les KPI les plus intéressants, c'est quand même plus les KPI de clics et de conversion qui eux, ne sont pas impactés par iOS 15. Mais pour les KPI de conversion qui peuvent être impactés par le consentement. Donc, voilà, le CRM n'est pas indemne, pour résumer, mais ce n'est pas non plus la fin du canal CRM qui serait provoqué par ces nouvelles annonces sur iOS 15. Pour plus de précision, si vous voulez creuser en détail le sujet iOS 15, sur notre blog Teahouse, on a publié un article hier sur le sujet avec notre expert d'Apple et l'écosystème iOS. Donc, n'hésitez pas à le regarder directement sur notre blog Teahouse et il sera en homepage dans la barre de menu. Une autre question? Si. Il y avait une autre question liée aussi donc, à iOS 15 et donc aux statistiques mail. Et donc, voilà, c'est ce qu'on disait, les impressions, les ouvertures d'email. Donc, ce qu'on ne fonctionnera plus pour les utilisateurs qui auront opt-out du tracking sur leur application Apple. Mais voilà, des KPI donc, de volume de clics, encore une fois, de conversion après l'envoi d'email reste intéressant. C'est vrai qu'il y a une autre implication sur iOS 15 qui est le fait que les utilisateurs maintenant peuvent assez facilement, lorsqu'ils ont un compte Cloud Plus payant, mais pas très cher, utiliser des emails jetables. Et donc, lorsqu'ils vont aller sur un site avec lequel ils n'ont pas une très forte affinité, ils peuvent vouloir donner un email unique pour ce site. Pourquoi? Pour pouvoir plus facilement ensuite couper cet email s'ils ne sont plus intéressés par ce site web, ou aussi pour éviter que finalement un même identifiant soit utilisé partout sur le web, ce qui est un petit peu la promesse des initiatives d'Universal ID. Mais là, Charles, j'en dis presque trop par rapport à l'article que les gens doivent aller lire sur Teahouse. Donc, on va les laisser le consulter sur notre blog pour avoir tout le détail là-dessus. On avait une autre question plus pour toi, Sylvain, je pense, sur la partie DNP, CDP, avec les use cases d'activation programmatique, retargeting et l'ensemble des interactions riches publicitaires avec la fin des cookies tiers. Quel est l'avenir justement de ces solutions DNP, CDP, en sachant que, sans dévoiler la réponse, les DNP et les CDP, ce n'est pas la même chose déjà? Oui, absolument. Donc, les DNP qui étaient, j'en parle déjà au passé d'ailleurs, qui sont basés sur des cookies tiers et de la donnée third party. Donc là, l'avenir s'assombrit à grands pas pour elles. En ce qui concerne les CDP, avec ce virage vers les données first party, il
il y a toujours des use cases très intéressants à réaliser. Certes, le retargeting, comme mentionné dans la question, est voué à disparaître, mais il reste pour les CDP beaucoup de use cases autour de la compréhension du comportement des consommateurs, être capable de bien identifier aussi la gestion de ses prospects, quelles sont les différentes étapes qui vont conduire à une action ou à une conversion de qualité, et être capable toujours de chercher à mettre ça en relation avec la stratégie média. Donc, il faut réapprendre ce qu'on faisait. Par le passé, il suffisait en fait d'avoir des données third party, on pouvait les activer avec n'importe quel média. Demain, il faut forcément avoir des données first party, donc être capable de bien les collecter, de bien obtenir le consentement pour les exploiter et surtout de les associer avec du média qu'on va pouvoir cibler. Et ce ciblage, il peut être contextuel, comprendre grâce à sa CDP quels sont les contextes médias qui fonctionnent le mieux et par exemple un use case qui va être très intéressant à l'avenir. Et pour compléter ce que vient de dire Sylvain, on voit un virage véritablement avec les CDP, des use cases CRM. C'est-à-dire qu'on injecte effectivement de la donnée CRM hachée, sécurisée, cryptée dans la CDP. Et la CDP devient en fait un orchestrateur multicanal de l'ensemble des audiences qui peuvent être third party cookie, first party cookie et CRM based. Et avec tout ça, c'est vraiment pour nous la nouvelle orientation de l'ensemble du marché sur la partie DMP et CDP, avec aussi certains acteurs qui se mettent aussi sur le contextuel, comme l'a dit Sylvain, pour rajouter une couche post-cookie par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. Pour nous, on a fait le tour des grandes familles de questions. Merci beaucoup pour votre attention et pour ce webinaire et votre présence. N'oubliez pas, le 20 octobre, on vous diffusera la partie 2 de notre guidebook post-cookie et s'en suivra effectivement un webinaire sur le mapping et l'évaluation des solutions alternatives aux cookies tiers et comment, en tant qu'annonceur et publisher, je dois prendre cette transition en main pour ne pas trop subir et pour véritablement orchestrer ce changement. Écoutez, un grand merci et à très vite sur ce beau sujet. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.